Au Sérapéum pour en savoir plus sur ce que c'est que le Sérapéum de Saqqara, qui est une nécropole antique consacrée au taureau vénéré sacré Apis. Eh bien, comme nous l'avons mentionné au début de notre rencontre, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa, s'est rendu à Barcelone pour assister au forum sur l'investissement et la culture, le tourisme, l'investissement et la culture, justement pour focaliser sur les services offerts sur les différents sites touristiques. Et pour nous en dire plus, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Simon Sayer, guide touristique. Monsieur Simon Sayer, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Monsieur Simon Sayer, nous sommes très curieux ce matin. Nous avons beaucoup à dire. Avant d'aborder notre sujet, on est bien curieux d'en savoir ou de savoir très brièvement ce que c'est que le concept du Sérapéum. D'où vient l'appellation? Nous savons que c'est une nécropole à Saqqara, mais d'où vient l'appellation? Alors, le Sérapéum dans la zone de Saqqara, c'est un des sites, on peut dire, les plus demandés et les plus beaux de l'Égypte. C'est un site qui n'est pas très connu, on peut dire, sur l'échelle des ventes, des circuits et des voyages, mais ça a été toujours une attraction et d'une importance extraordinaire. Ça, c'est le lieu dans lequel on a fait des fouilles archéologiques assez approfondies pour en découvrir la mentalité des Égyptiens à cette époque et comment ils ont pu atteindre ce niveau de travail souterrain et le travail qui a eu lieu pour tailler les sarcophages qui ont été pour en avoir à l'intérieur desquels les taureaux, et aussi bien l'effort des Égyptiens qui a eu lieu à cette époque pour choisir ces taureaux, car les prêtres faisaient le tour de l'Égypte pour en trouver les plus parfaits qui vont être le modèle qui est présenté en tant que l'animal sacré du dieu à cette époque, le dieu Apis. Alors, les Égyptiens n'ont jamais adoré les animaux. Les Égyptiens ont toujours été en adoration des cieux et des forces divines dans le ciel. Oui, alors pourquoi est-ce que ce taureau en particulier était sacré? Alors, le taureau, il représentait plusieurs choses. En premier, la force. En seconde, la fertilité. Et en troisième, il faut savoir que les vaches, femelles des taureaux, en Égypte, étaient la source de nourriture et une source de travail. Car dans le concept égyptien, la vache, elle est laitière, elle donne le lait, elle donne le veau à tous les ans, elle travaille dans les champs agricoles et elle emporte entre ses cornes le soleil, le vent. Et d'ici que ça s'est développé jusqu'à qu'on a atteint cette belle nécropole antique qui a été consacrée à ce taureau Apis, et à l'époque du roi Djéser, nous, on a déjà démarré ce sujet à partir de la 3e dynastie, et on a vénéré le taureau en tant que l'animal sacré du dieu, de là qu'il a été momifié et enseveli d'une façon qu'on a réalisé des cérémonies et des offrandes dans la zone de Memphis. Et l'origine de ce qui se trouve aujourd'hui, il est de la 18e dynastie, et le premier souverain qui a travaillé là-dedans, c'était Amenhotep III. Et là, il a fait sa première extension magistrale, et aussi bien dans le règne de Ramsès II, on a pu agrandir, et dans le règne d'après, toute l'époque pharaonique, jusqu'à, on peut dire, l'aube de l'époque chrétienne, on a travaillé là-dedans pour décrire cette zone. Alors, cette zone, à l'époque ptolémaïque et romaine, est devenue le périmètre le plus vaste pour les animaux sacrés. Elle a été attachée à la vallée par, on peut dire, un fameux dromo que même l'écrivain Strabon l'a bien décrit dans ses écritures. Et on a trouvé là-bas une chapelle qui a été sacrée pour toutes les processions lors des funérailles du dieu Apis.
Et cette voie dont on parle, elle traversait la nécropole antique pour plus qu'un kilomètre. Et elle partait de la colline que nous on appelle Boubas-Téyon. Et elle longeait le complexe funéraire du roi Téti. Très Et elle bien. a Monsieur laissé... Simon Saïr, évidemment, on aimerait vraiment déguster ces informations délicieuses, mais on a un autre volet concernant notre débat, et c'est le forum auquel a assisté le ministre de l'Antiquité et du Tourisme, Ahmed Aïssa, concernant les opportunités d'investissement concernant les services sur les sites touristiques. Tout d'abord, en Égypte, nous avons 2000 sites touristiques et 40 musées, mais seulement à peu près 130 sites touristiques sont ouverts aux visiteurs et 30 musées parmi les 40 uniquement sont ouverts aux visiteurs. Tout d'abord, comment se fait-il que ces sites-là ne sont pas du tout ouverts, seulement 130 parmi les 2000? Alors déjà, le fait de pouvoir gérer ce grand nombre de sites avec les inspecteurs et les billetteries et tout, c'est un travail gigantesque, très coûteux. S'il n'est pas rentable, on préfère qu'il soit fermé. D'un autre côté, l'entretien intérieur avec la traversée touristique est très coûteux. Et d'un troisième côté, on n'est pas encore capable à fournir tous les services de sécurité pour tout ce grand nombre de sites historiques, vu la taille et que c'est immense. Et de là que petit à petit on développe, et chaque fois qu'une zone elle commence à être abordée, on commence à fournir les services autour de laquelle, comme par exemple la zone de Minier. Quand elle a démarré à se développer, ils ont réalisé les routes, rajouté des hôtels, créé un musée, restaurer les sites historiques, faire des fouilles archéologiques et ouvrir les découvertes au tourisme. Pareil pour la zone, par exemple, à Syut, quand on a démarré à faire le voyage des pèlerins du Vatican sur les pas du Christ, ils ont démarré à élargir les routes, à faire un hôtel et deux, et même ils ont fait une base à Minier pour faire aller-retour de Minier pour visiter à Syut, ce qui n'était pas faisable dans le temps. Quand on arrive dans la zone de Hurghada et Sharm el-Sheikh, on a déplacé des monuments du Caire, ça veut dire des consignes du musée du Caire, pour pouvoir inaugurer des musées, vu la taille touristique et le nombre de touristes qui se développent. On a démarré par quelques milliers, ensuite 40 000, 80 000, 100 000 et ainsi de suite. Et d'ici que les sites découverts sont largement beaucoup plus que la capacité du nombre de touristes qui viennent chez nous. Nous, on parle aujourd'hui 10-15 millions de touristes, mais nous, on a des objets qui sont pour plus que 100 millions qui viennent. Et de là qu'on ne peut pas se diversifier jusqu'à ce point que tout ce qui a été découvert peut être ouvert au public. Parfois, fermer les sites, ça les conserve mieux que leur ouverture, jusqu'à qu'on arrive à maintenir cet ensemble. Alors le plan, il est fait avec beaucoup de sagesse, d'une façon qu'à long terme et non pas à court terme, on conserve et on profite et on fait profiter le monde entier de nos possessions. Oui. On parle d'investissement concernant les services touristiques. En quoi consistent ces services? Alors, l'Égypte aujourd'hui, elle veut faire un grand pas dans les services, vu qu'il y a une expertise européenne et un développement déjà réalisé. Parfois, c'est beaucoup plus simple d'importer un système que de créer un système local. Quand il y a l'expertise locale, faites-le. Mais si l'expertise locale va y traverser 2-3 ans pour arriver à un niveau déjà établi quelque part, il vaut mieux l'importer pour démarrer d'un étage élevé et non pas traverser un temps avec des difficultés et des problèmes pour les logiciels, comme par exemple les services qui se font à travers l'Internet, la communication qui se fait pour les réservations. Ça peut être beaucoup de complications pour peu d'expérience et beaucoup de facilité à une grande expérience. Quand on regarde par exemple sur les musées et les sites, quand vous avez les petites machines qui vous donnent les textes, parfois c'est plus simple d'acheter des machines déjà très avancées à travers des compagnies qui ont des centres de recherche qui sont en train d'évoluer pour toute la planète Terre, que de faire un produit local
même s'il est ajusté, il vaut mieux placer nos experts avec les leurs pour en profiter des deux expertises et arriver à un niveau assez élevé. Quand on regarde, par exemple, dans les sites touristiques, l'organisation à l'intérieur des musées, vous savez que le sujet d'organiser les pièces et l'éclairage est une science. Et cette science, elle se trouve dans les plus grandes universités du monde et elle est très avancée. Il vaut mieux avoir quelques-uns qui ont des PhD et qui ont déjà des résultats dans d'autres musées qui ont déjà réalisé. Par exemple, l'équipe qui a travaillé dans le musée du Louvre, elle est venue en Égypte et c'est elle qui a réalisé chez nous le musée d'art islamique. Et de là qu'il est un musée exemplaire sur l'échelle de tous les musées égyptiens, parce qu'on a acheté l'expertise des gens qui ont déjà des grandes réussites dans le domaine. Alors d'ici, si vous prenez la coopération avec des gens d'un grand niveau et d'une grande expérience et d'une grande expertise, vous bénéficiez sur l'échelle locale pour rapporter beaucoup plus de devises à travers ces étrangers qui vont venir et en payer les services pour tout ce que nous, on a pu préparer avec des aides étrangères. Ça veut dire, si vous dépensez quelques millions d'euros sur ces services, vous allez avoir un retour pour 10 fois plus d'euros dans le même domaine à travers l'importation de ces touristes. Ça veut dire c'est un produit d'exportation, l'arrivée d'un touriste. Monsieur Simon Sayer, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Je rappelle, vous êtes guide touristique. Alors, il s'agit là d'inviter le secteur privé à coopérer, à profiter des compétences du secteur privé pour focaliser sur les services rendus sur des sites touristiques. Il faut dire que 11 sites touristiques dans la région du Grand Caire et à Luxor et dans d'autres régions ont été choisis pour commencer ce projet grandiose visant à attirer davantage de touristes, évidemment, et aussi à inviter des investisseurs pour y coopérer. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous et à la prochaine.